Tunisie, février 2013. Chokri Belaïd avait vivement critiqué le gouvernement islamiste. Ses obsèques se muent en manifestation contre l'islam politique financé par l'argent du Qatar. Libye, septembre 2012. Des extrémistes attaquent le consulat américain à Benghazi. L'attentat coûte la vie à 3 membres du personnel et à l'ambassadeur Chris Stevens. C'étaient pourtant les forces aériennes des États-Unis et d'autres pays occidentaux qui avaient arrêté les troupes de Kadhafi devant Benghazi. De courageux citoyens manifestent contre les extrémistes et leur haine. Égypte, printemps 2013. Cérémonie funèbre pour des Coptes assassinés par des musulmans radicaux. Les salafistes et les frères musulmans au pouvoir ameutent l'opinion contre les chrétiens. Les salafistes reçoivent de l'argent d'Arabie Saoudite, les frères musulmans du Qatar. En Syrie, l'ingérence des États du Golfe est encore plus forte. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent l'insurrection sunnite. Ils ne visent pas l'instauration d'une démocratie, mais l'avènement d'une Syrie sunnite et fondamentaliste. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont largement contribué à étouffer les aspirations démocratiques des pays du printemps arabe. Les révolutions restent inachevées, et elles peuvent même échouer comme en Syrie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'y emploient activement. Leur but est de créer un axe de gouvernement prônant un islam radical pour empêcher qu'une étincelle de liberté gagne les monarchies du Golfe. Le Najd, une région d'Arabie Saoudite. C'est ici qu'est né le courant politico-religieux qui donne aujourd'hui le ton dans le Golfe. Le wahhabisme a été fondé par Mohammed ben Abdel Wahhab. Son nom est le symbole d'une interprétation littérale et stricte du Coran. Toute tentative de réforme est tuée dans l'œuf. En 1932, Abdelaziz Al Saoud, associé aux Wahhabites, réunit plusieurs royaumes pour créer l'Arabie Saoudite. Le prix de cette alliance est un lien indissoluble entre religion et politique. Les Wahhabites, ou salafistes, comme on les appelle également, dominent la politique saoudienne intérieure et extérieure. Grâce au deuxième plus grand gisement de pétrole brut mondial, les villages de briques crues sont devenus des cités high-tech, et les nomades des millionnaires. Seule la religion n'a pas évolué. L'Arabie Saoudite n'exporte pas seulement du pétrole, mais aussi son idéologie islamiste. Ici, la modernité n'est qu'une façade. La société est conservatrice et réglementée à l'extrême. Hommes et femmes sont strictement séparés. Le cinéma et le théâtre sont interdits. La musique profane est condamnée. L'art censuré. Des sommes considérables quittent l'Arabie Saoudite en direction des pays du printemps arabe. Des hommes d'affaires soutiennent les mouvements islamistes et leurs branches terroristes de la Tunisie jusqu'en Syrie. La Maison royale finance l'opposition syrienne, mais s'immisce ailleurs en faveur des systèmes autoritaires, car le but n'est pas de promouvoir la démocratie. Pour les États du Golfe, le fait que l'Égypte, la Tunisie, la Libye et peut-être bientôt la Syrie renversent leur régime constitue une menace. Ils ont peur qu'il se produise la même chose chez eux. En aidant les sociétés arabes à s'islamiser, ils se rendent service à eux-mêmes. Ils peuvent ainsi préserver et consolider leurs intérêts dans la région. Car l'islamisation est synonyme d'extension de la sphère d'influence saoudienne. Le Qatar s'immisce lui aussi dans la refonte du monde arabe. La petite péninsule du Golfe Persique fait désormais partie des États les plus influents de la région. Après l'Iran et la Russie,
le Qatar possède les plus grandes réserves mondiales de gaz. 80% de ses habitants sont des travailleurs immigrés. Le Qatar est régi par une interprétation stricte de l'islam. Dans les autres pays arabes, l'émirat mise sur des forces religieuses conservatrices, notamment les frères musulmans. Le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani est le père de l'émir actuel. Grâce à lui, le Qatar est passé en 20 ans du statut de simple figurant politique à celui d'acteur principal de la région. C'est au Caire que se trouve le siège de la Ligue arabe, mais c'est à Doha, la capitale du Qatar, que sont organisés ces sommets. Le Qatar profite de la situation confuse de l'Égypte pour se mettre en avant. Dans le cas du Qatar, oui, effectivement, on est là encore dans des considérations qui sont probablement plus stratégiques. Les Qataris ont choisi de soutenir un certain nombre de forces politiques. Les frères musulmans sont la première, il y en a d'autres. Là aussi, parce qu'évidemment, ils considèrent que, là je l'ai dit, ce sont ceux qui vont devenir les vainqueurs et que, évidemment, ça leur donne une influence sur la nouvelle configuration géopolitique qui va émerger. Houda Cherni fait partie de ceux qui s'opposent à l'influence des pays du Golfe. Elle est conseillère juridique d'une grande compagnie maritime, mère de famille, militante des droits des femmes, syndicaliste et soutien de la première heure de la Révolution. J'aime beaucoup cet endroit. J'y ai vécu tant de belles choses. Nous sommes dans les locaux de l'Union générale tunisienne du travail. C'est la plus ancienne organisation syndicale de Tunisie. Dès le début des manifestations et du mouvement contestataire, l'Union générale tunisienne s'est beaucoup investie et a soutenu les manifestants dans toutes les villes tunisiennes qui se sont soulevées. Juin 2013. Derrière ces barbelés se trouve le ministère de l'Intérieur. Le pays est gouverné par le parti Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans. Lors des premières élections libres, Ennahda a remporté le pourcentage le plus élevé de voix, mais pas la majorité absolue. Pourtant, il tente aujourd'hui de transformer toute la Tunisie en une société islamiste conservatrice. Nous avions un grand rêve, celui d'une Tunisie nouvelle, d'une belle Tunisie. D'une Tunisie libre, laïque et démocratique. Malheureusement, le rêve était trop beau. Et nous avons été vite rattrapés par la réalité. La place centrale de Tunis, rebaptisée place du 14 janvier 2011 après la Révolution. Ici, c'est encore une femme qui orchestre le bal des voitures. Les femmes de Tunisie comptent parmi les plus libres du monde arabe. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Ennahda, leurs droits sont contestés et elles doivent lutter pour les préserver. Le soir, sur l'avenue Bourguiba. Dans les salons de thé fréquentés par la gauche et les intellectuels, on évoque toujours les mêmes sujets, les islamistes et leurs opinions réactionnaires. Parfois dans la rue, on est abordé par des extrémistes salafistes qui ne parlent pas du voile, mais du voile intégral.